initialement d'enseignement ménager, travaux manuels, enseignement ménager. J'enseignais l'alimentation en collège pendant une quinzaine d'années. Ensuite, la discipline a évolué. On a fermé les cuisines dans les collèges, on a détruit les équipements. C'est devenu la technologie, j'ai suivi l'évolution. Je suis après devenue chef d'établissement. Donc je me suis occupée d'un établissement qui avait une restauration scolaire sur place et qui ne dépendait pas d'une cuisine centrale. Donc tout était préparé sur place. On servait de l'ordre de 400-450 repas tous les jours. Donc on avait des équipes pour ça. Des élèves aussi. Et puis, à la retraite, je suis revenue un peu à mes premiers amours, qu'à l'alimentation, avec une démarche peut-être un petit peu différente de ce que j'avais connu en tant qu'enseignante, parce que justement, la dimension, je trouve, un petit peu au niveau de l'enseignement. Alors, je suis heureuse de voir que les programmes évoluent, mais quand même, quand on reprend toutes les vidéos, parce que je les ai toutes visionnées, globalement, on se rend compte que on reste sur un schéma extrêmement classique, du français classique, standard, de 4 repas par jour, petit déjeuner, midi, 4 heures le soir, dans une société relativement riche, c'est-à-dire en fait le modèle de ces 30 dernières années, où les produits animaux ont une place importante. La preuve dans les vidéos, c'est les produits animaux qui commencent. Je n'ai pas trouvé dans ces vidéos d'apport par rapport à tout ce qui est végétal, protéines végétales, et actuellement c'est quand même dans les recommandations les plus importantes. C'est effectivement dans la vidéo sur les différentes cultures, il est fait allusion à propos de l'Inde, du plat identique. Mais je trouve qu'il y a quand même tout cet aspect-là, et on reste sur une approche, malgré tout, je trouve, qui reste centrée sur santé et environnement. C'est les deux axes principaux. C'est vrai que Slow Food défend une alimentation qui soit bonne, propre et juste, et que c'est bonne en premier. Donc l'importance du goût, l'importance du plaisir, l'importance de la convivialité, et j'étais contente de voir en fait, au niveau de la vie de cours, il y a des choses qui se mettent en place. C'est le premier terme qui arrive, c'est bonne. Et donc, ça passe aussi par le maintien des variétés anciennes, ça passe par le maintien des produits de qualité et la lutte contre la standardisation de toutes les saveurs et de tous les goûts. Alors, propre, ça rejoint le développement durable, effectivement, ça rejoint une agriculture respectueuse de l'environnement. Et puis, juste, c'est le problème de qu'est-ce qu'on achète, comment on l'achète, à quel prix pour les producteurs, etc. Donc la bataille est beaucoup plus large que l'approche, je trouve, qui est un peu réductrice dans l'enseignement. Donc voilà. Au niveau de la table ronde, je me suis un peu interrogée justement par rapport à toute cette expérience que j'ai accumulée sur l'alimentation. Gastronomie pour Slow Food, je retrouve tous les aspects de l'alimentation. C'est vrai que dans le grand public, souvent gastronomie, on pense chef, parfois étoile, éventuellement. Et c'est vrai que pour Slow Food, la gastronomie, c'est tout ce qui touche l'homme en tant qu'il se nourrit. Donc, c'est les aspects psychologiques, c'est les aspects culturels, c'est un domaine assez large. Et puis je me suis interrogée sur le terme patrimoine culturel, parce que quel patrimoine prend en compte l'éducation nationale ou l'enseignement en général, à part dans les expériences, le menu, droit, etc. Comment dans nos classes on arrive, dans vos classes, parce que moi je ne suis plus à Nice, comment on arrive à intégrer cette culture, parce que l'enfant arrive avec une culture familiale qui est faite de tas de choses, qui est faite de pratiques de la famille, parce qu'on est de telle origine, de telle région, de telle ville ou de campagne, on est originaire de tel pays, nous ayant travaillé longtemps en ZEP, enfin en milieu défavorisé, je sais ce que c'est que d'avoir 20 nationalités dans les classes. Et puis c'est fait aussi de toutes les injonctions sanitaires qui sont parfois contradictoires. 3 produits laitiers par jour, alors beaucoup de nutritionnistes disent que c'est une aberration.
Bon, après, 5 fruits et légumes, on peut accepter, mais quelle taille de fruits, quelle taille de légumes, et puis toute la dimension, les publicités, parce que nos élèves arrivent aussi avec tout ça dans la tête. Quand on leur demande, alors moi je suis heureusement surprise ce qui se passe dans les cantines de Tours, mais en collège, quand on demande à Noël ce qu'ils veulent, c'est plus une bûche glacée qu'une bûche maison. Si on demande ce qu'ils préfèrent, c'est le hamburger. S'ils sont faits à la cantine localement, ça va. Mais bon. Donc, ils sont à la croisée de tout ça. Ils sont à la croisée aussi de l'image qu'ils ont de ce que devrait être l'alimentation. Enfin, j'ai un souvenir que j'ai toujours gardé dans une classe de collégiens demandant le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous mangez? La moitié de la classe, dans des milieux défavorisés, disons des croissants. Parce que, pour eux, c'était ce qui était valorisant, en fait. C'était le croissant, c'était, pensant que les copains mangeaient des croissants, donc ils ont tous levé le nom pour les croissants. Donc, les enfants arrivent avec tout ça. Et comment, dans le cadre d'un enseignement ou d'un atelier, on peut arriver à valoriser tout ça? Parce que si on ne le valorise pas, si on ne le prend pas en compte, tous nos beaux discours sur il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est ça qui est bon pour la santé, ils vont passer à la trappe en fait. Donc arriver à leur faire découvrir des choses, à leur faire explorer. Et nous, bon, je suis très déçue. Enfin bon, à un moment vous avez dit que vous pouvez mettre la main à la pâte en quelque sorte dans le cadre des nouveaux enseignements. Moi j'ai un peu un doute. À partir du moment où il n'y a plus d'équipement, où il n'y a plus rien, mettre la main à la pâte, comment ils vont faire? Comment les règles sanitaires qui sont imposées actuellement, bon, sans compter les problèmes d'allergie d'enfants, etc., il ne se passe, il n'y a pratiquement plus d'école où on va préparer quelque chose en classe. La génération précédente, les trentenaires actuels, a pu, à l'école, préparer à la maternelle de la soupe, préparer des gâteaux, préparer une salade. Quelques écoles le font encore, et heureusement, mais en dehors des textes, en dehors des règles de l'institution. Donc moi je trouve que c'est aussi ça, l'appropriation, ça passe par le faire, par la manipulation, et on se prive, sinon ça devient encore une discipline intellectuelle, ça devient une discipline qu'éventuellement on rejette. Alors que c'est quand même, c'est nos tripes pour faire l'alimentation. Et il faut que ça reste ça aussi. Alors, c'est vrai que les cantines scolaires apportent quelque chose. Bon, c'était le sujet, je crois, de la table ronde précédente. Il y a des expériences extraordinaires. Hein. Je crois qu'il y avait le chef du collège de Viret qui se fournit en produits locaux, bon. Mais c'est tout ça qu'il faut intégrer. Bon, et puis, c'est vrai qu'il y a des expériences, je ne sais pas ça. Alors, la semaine du goût, moi j'ai quelques réticences en fait. Alors, en théorie, c'est la porte ouverte à un travail sur l'année. Mais bien souvent, dans beaucoup d'écoles que j'ai pu voir, c'est une intervention. Voilà, on fait venir un producteur une journée, on fait venir le boulanger du coin. Alors l'année suivante, ils auront peut-être un fromager, au mieux. Des fois, il n'y a rien du tout. Est-ce que ça laisse vraiment, ça marque vraiment? Est-ce que ça... Alors, si après c'est relégué, il y a une expérience, moi j'ai beaucoup apprécié l'expérience de Saint-Pépin, où c'est un travail sur l'année. Et là, en tant qu'association, ça nous fait plaisir d'intervenir, parce qu'on sent que les enfants ont eu une réflexion, Hélène en dira un peu plus loin après, mais là il y a un vrai travail, il y a quelque chose qui s'incruste dans l'enfant en fait, parce que c'est... On sait bien, bon, je ne vais pas revenir sur Piaget, mais on apprend en boucle. Et les interventions ponctuelles, ça ne laisse pas toujours de traces. Donc, moi, mon espoir, c'est qu'ils puissent se mettre en place un vrai travail pédagogique, mais avec des interventions qui reviennent tous les mois, tous les 3 mois, enfin, qui reviennent ponctuellement, qui ont une espèce de rythme qui s'acquiert pour parler d'alimentation sous toutes ces dimensions et pas seulement sur l'aspect il faut 5 légumes par jour de 3 étages. Parce que ça, c'est hyper réducteur, c'est
très contesté actuellement par les nutritionnistes. On n'équilibre pas sur la journée, on dit maintenant sur la semaine, à un moment on disait la journée, on dit sur la semaine, et on en arrive à dire sur le mois. Donc c'est aussi ça qu'il faut faire rentrer dans la pédagogie. Puis surtout, moi je pense qu'il faudrait décomplexer les enseignants par rapport à ça. Parce que c'est pas facile de se dire on prend des risques en tant qu'enseignant, parce qu'on a toujours peur de ce qui va nous tomber sur le nez. Mais c'est là où on prend du plaisir aussi. C'est là où le fait de prendre des risques, c'est aussi là où on va pouvoir motiver les enfants parce qu'on y tient, parce qu'on y croit. Je pense que alors, bon, comment on intervient? Parce qu'il faut peut-être passer un peu dans du concret. Slow Food a beaucoup travaillé avec l'UHCA à partir du livre sur le patrimoine gastronomique de la région 5. À partir de là, il y a eu une exposition qui a été montée sur les produits de la région. Donc là, on revient sur un patrimoine régional, mais que les enfants connaissent quand même plus ou moins. Cette exposition, on a essayé de construire des outils pédagogiques autour. On a construit un jeu qui au départ était le jeu de Loi de Touraine, qui est dans une version différente. Alors l'exposition s'appelle Patrimiane. Patrimoine, de l'origine du mot, patrie apostrophe miane. Autour de ça, on a fait, à partir du jeu de loi, on a un jeu qui est interactif, parce que les enfants ont à goûter des choses, à sentir, à toucher, à répondre à des questions sur les produits de la région. S'ils ne savent pas, ils vont voir dans l'exposition le produit en question. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils doivent donner des conseils aussi pour bien se nourrir. S'il y a des actions positives, ils vont avancer plus vite. Si au contraire ils mangent des fraises à Noël, ils vont reculer. S'ils donnent un coup de main au jardin, ils vont avancer plus vite. Donc c'est très, ça marche pas mal. On travaille aussi sur la saisonnalité et on travaille aussi sur une éducation au goût. On a un atelier du goût. On en sort là, c'est pour ça que je suis arrivée un petit peu plus tard. On a fait une animation, non pas dans le cadre scolaire, mais avec des enfants de centre de loisirs à Courteville. Ça a marché incroyable en fait, c'était super bien. On l'avait fait à Saint-Épin. Alors à Saint-Épin, c'était un peu sportif parce qu'on a commencé avec les maternelles, on a fini avec les CM2. Donc il a fallu s'adapter au fur et à mesure aux différents niveaux, mais c'était très intéressant. Et on a en projet la construction d'un jeu de 7 familles qui servirait en même temps de jeu de cette famille, mais en même temps de base de données, plutôt que de déplacer l'exposition, parce que l'exposition, vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, si on avait été à l'université, elle aurait été présente, mais là elle est maintenant retournée dans ses cartons. C'est des tabourets en carton qui s'empilent et qui font des colonnes en fait. Donc ça permet de tourner autour, ça permet de circuler. L'idée c'est d'avoir ça aussi sous forme de carte parce que c'est plus facile à manipuler et ça peut faire un outil pour des classes aussi parce qu'on cherche l'information dans la famille des laitages ou dans la famille des boulangers et pâtisseries, enfin vous voyez, ça permet de faire ça. Mais il faut trouver, n'étant que des bénévoles, il faut trouver le temps pour construire tout ça et avoir les moyens d'avoir la documentation photo parce que si on veut illustrer, il faut qu'on ait des documents photos de très bonne qualité pour pouvoir faire l'impression. Donc voilà, où on en est, et puis s'il y a des gens qui ont d'autres idées à nous donner, on est très preneurs de tout ce qui peut se faire.